Nous allons aborder l'actualité internationale sous-régionale, marquée, vous le savez, par un mouvement entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Ces pays vont-ils franchir le pas d'un État fédéral à trois? La question mérite d'être posée vu la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des trois pays sous transition militaire, réunis en effet à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les chefs de la diplomatie malienne, burkinabé et guinéenne réclament leur réintégration au sein des instances régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, faute de quoi ils se verraient dans l'obligation de se retirer de ces organisations communautaires. Cette demande sous forme, somme toute, de menace voilée de retrait qui intervient seulement 48 heures après la visite du ministre des Affaires étrangères russe à Bamako, qui a promis le soutien de la Russie au pays de la bande sahélio-sahélienne, suscite bien d'interrogations. Messieurs, on vous soumettra ces interrogations après ce sujet de Thiemé Dandje. Suspendu des instances de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'UA, l'Union africaine, suite à des prises de pouvoir par des militaires, le Burkina, le Mali et la Guinée réclament leur réintégration. Il s'agit là de l'une des principales résolutions de la déclaration conjointe, validée au terme d'une rencontre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des ministres des Affaires étrangères des trois pays sous sanction pour coup d'État. Dans la déclaration commune, lue par la chef de la diplomatie du pays des hommes intègres, les trois États relèvent avoir convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions prises par l'organisation sous-régionale et celle continentale. Celles-ci sont intervenues après les prises de pouvoir successives par des entités de l'armée en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées depuis. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions. Ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Abordant la question de l'impact des dites mesures, les trois délégations ont relevé que celles-ci touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine de la contribution des trois pays nécessaires pour relever les défis majeurs. Cette rencontre de Ouagadougou intervient 48 heures après la visite au Mali du ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a en effet promis l'aide de la Russie à la région sahélo-saharienne et même au pays du Golfe de Guinée. Cette annonce fait planer l'ombre d'une fédération à trois, avec comme puissance la Russie, le Mali, le Burkina et la Guinée. Vont-ils franchir le pas de la fédération à trois, une idée à deux, Mali-Burkina Faso, ayant été déjà évoquée par le Premier ministre burkinabé lors de sa visite à Bamako? L'avenir nous le dira. Monsieur, que vous inspire cette actualité dans ces trois pays frères, ces trois pays voisins? Docteur Bogassako? Moi, je suis partagé et en même temps, je suis un peu triste de voir que les choses se passent comme cela, parce qu'au fond, il s'agit des rapports des anciennes colonies avec l'ancien colonisateur. La France n'a pas su gérer à la vérité j'allais dire, pas la libéralisation, mais le rapport entre cette grande France-là et les anciennes colonies, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est que la face visible, mais il y a une question de souveraineté, il y a une question d'autodétermination. Et c'est gênant que ce soit des jeunes militaires qui arrivent à le faire, parce que nos chefs d'État n'ont pas suffisamment eu le courage. Vous vous rappelez, une fois, il y avait eu une scène avec Alpha Condé, le président Alpha Condé, le président Ouattara, lorsque, je crois que c'est le président François Hollande qui était au pouvoir, et puis Alpha Condé disait un nombre de choses en off, et puis après il a dit, oui, mais je l'assume de toute façon. Nos pays ont besoin de s'assumer. Comment la France peut les aider à s'assumer? C'est de cela qu'il est question. C'est pour cela que vous allez voir que ce soit sur cette question, moi je ne blâmerai pas à 100% la façon dont les choses se déroulent, mais je suis triste de savoir que la France n'a pas su gérer les rapports anciens
qu'elle a toujours entretenue avec ses anciens. D'accord, ça c'est une lecture. Bon. D'un côté, la CEDEAO estime qu'elle applique des textes que tous les signataires ont signés, et vous le savez, le respect des lois qu'on s'est prescrites et libertés. Et de l'autre côté, on a des pays en période de transition qui estiment que la CEDEAO a allé un peu trop loin et que si la CEDEAO ne revoit pas à la baisse ses sanctions, il menace de quitter la communauté. Quelle est votre analyse? On vous a bien compris, docteur Boga-Sako, évidemment, ça intervient dans un contexte où il y a un désamour quelque peu entre la France et ces pays-là. Mais d'un point de vue de la CEDEAO, est-ce que vous l'entendez de cette oreille-là, docteur Bangali Ngoran? Je pense qu'effectivement, la CEDEAO, sur le dossier malien, en tout cas, est allée un peu trop loin. Parce que le genre de sanctions qui ont été appliquées au Mali dépasse les compétences de la CEDEAO dans la mesure où la CEDEAO est allée mobiliser des moyens coercitifs auprès de l'UEMOA et de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se sont mis à la disposition de la CEDEAO pour réduire la circulation de la liquidité monétaire qui a porté un coup difficile à l'économie malienne. Je pense que vu sous cet angle-là, si on avance dans ce sens, c'est comme si finalement, en fait, les États d'Afrique de l'Ouest ne sont pas égaux devant la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit du Mali, mais imaginons le scénario où ce serait le Ghana, par exemple, qui soit dans cette situation. Et le Ghana a sa banque centrale. Et donc la CEDEAO prendrait des sanctions qui cibleraient les personnalités du régime. Mais dans ce cas de figure-là, la CEDEAO n'aurait pas la latitude de demander à la banque centrale du Ghana des essais, des moyens de rétorsion contre le régime. Alors, si on ne peut pas le faire, s'il s'agissait du Ghana, et qu'on le fait pour le Mali, il est tout à fait clair que la CEDEAO est un peu allée au-delà de ce que les textes disposent. Et finalement, la conséquence, on la voit aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à braquer ces pays-là contre cette institution. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali et tous les autres pays sont en train d'initier ce que je peux appeler la stratégie des alternatives. Parce que finalement, on a un environnement mondial où on est face à une sorte de retour de la bipolarisation. On considère que la CEDEAO est rattachée à travers son allié français et la plupart des pays de la région au bloc de la communauté internationale, le bloc euro-atlantique, donc le bloc occidental. Mais en face, il y a un bloc des pays de l'ECS, mené notamment par la Russie, et qui draine derrière l'Inde, la Chine et bien d'autres. Et ils se disent tout de suite qu'il y a là l'opportunité de jouer sur cette fracture internationale pour constituer une alternative à la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ce que ces pays essaient de mettre en place, c'est de créer un cadre qui puisse servir de contrepoids, de sorte que si la CEDEAO n'accède pas à leurs demandes, ils puissent se réorganiser, se redéployer à travers cette organisation pour servir de contrepoids, pour que finalement, ce qu'ils redoutent, qui est déjà arrivé au Mali, ne puisse pas arriver au Burkina ainsi qu'à la Guinée. Parce que quand vous les écoutez tout de suite, les compétences de cette organisation visent précisément les différents aspects sur lesquels la CEDEAO a joué à travers sa sanction. Ils se mettent ensemble pour gérer l'aspect de leur autonomie énergétique, entre autres, et ils ont accès à la mer en impliquant bien sûr la Guinée, puisqu'au début, l'idée était de mettre ensemble seulement deux pays enclavés, c'est-à-dire le Burkina et le Mali. Ils ont introduit dans cette fédération, finalement, la Guinée pour avoir un débouché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on en a cette situation-là parce que la CEDEAO est allée au-delà de ce qui était acceptable. Et bien sûr, le mérite aujourd'hui, sinon la conséquence, c'est qu'elle a réussi à radicaliser la posture des pays qui ont été victimes. Arthur Banga, est-ce que vous avez l'impression que la menace sous-entendue de ces trois pays, telle que formulée à l'endroit de la CEDEAO, peut faire fléchir celle-là? Jamais, jamais. Parce que la CEDEAO a des textes très clairs. Le premier pays à avoir été sanctionné, c'est la Côte d'Ivoire. En 2011. C'est pas une autre... En 99, même pas en 2011. Oui, en 2011 aussi. Parce que le protocole a été signé, c'est le protocole de la bonne gouvernance de Cotonou. La CEDEAO, depuis 1990, et l'intervention de l'ECOMOG a mis en place un mécanisme de sécurité collective dans lequel tous les peuples d'Afrique de l'Ouest ont délibérément dit que sur notre espace, on ne veut plus de coup d'État. On ne va plus accepter un changement anticonstitutionnel. C'est nous qui avons choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et on l'a choisi dans la décennie... On a dit même les questions... Voilà, on l'a choisi dans la décennie 90. Le premier pays qui s'est fait appliquer ça, c'est la Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999. On a été retiré de toutes les instances de la CEDEAO. Mais diantre,
le Mali, la Guinée, le Burkina Faso étaient à la CEDEAO qu'ils ont voté ces sanctions-là. Pourquoi 10 ans après, on ne va pas appliquer les sanctions? Les sanctions qu'on a tous choisies, on a délibérément choisi. On les applique et on me dit qu'on radicalise des gens. Mais sont sérieux un coup? Voici des gens qui font un coup d'État. Avant le Mali, la CEDEAO n'acceptait même pas que tu t'asseyes. Mais à cause de Goïta, on a laissé diriger. Avant, juste que tous les coups d'État qui sont passés, on demandait qu'un civil, Kafando, Bandao, Diakouda Traoré, c'est sur Goïta qu'on a arrêté ça. Donc c'est avec lui qu'on a été gentil. D'ailleurs, quand le Guinéen prend le pouvoir, que la CEDEAO vient le voir, il lui dit quoi? Il lui dit quoi à la CEDEAO? Vous avez laissé Goïta, vous me laissez. Doumbouya, c'est qui leur a dit? La CEDEAO a été même trop gentille avec lui. Quelqu'un prend l'engagement de respecter 18 mois. Au bout de ces 18 mois, il demande 5 ans. Et vous voulez qu'on le regarde? Mais attendez, soyons sérieux un coup, les gars. La CEDEAO ne fait qu'appliquer ces tests. Et elle ne va pas céder au chantage. Ce chantage de parti, il part. Parce que pour être ensemble, il faut avoir des valeurs communes. Et nous, peuple d'Afrique de l'Ouest, on a choisi comme valeur commune la démocratie. Elle n'est pas parfaite. On doit progresser. Mais il y a un minimum qu'on a déjà acquis, c'est qu'on n'accepte plus les coups d'État. Si quelqu'un ne veut pas être dedans, si quelqu'un ne veut pas être avec nos valeurs, mais qu'il pas créer la fédération de putschistes, il n'y a pas de problème. En ce moment, on est clair, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Mais s'ils veulent être dans notre association, dans notre fédération, je ne dis même pas notre fédération, dans notre institution, on a des valeurs que leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs ont signées. Ils se doivent de les appliquer. Dans un premier temps. Deuxième chose, au bout d'un moment, on soit responsable. Les mots comme souveraineté, ça me fait rire. Vous voyez des gens qui se trompent. Quel est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est la Chine. Donc on n'est pas souverain. Il faut arrêter ces discours de souveraineté. Quand tu fais personne n'empêche n'importe qui d'être souverain. Chaque pays est souverain, il décide de ce qu'il veut faire. Il faut qu'ils arrêtent les blagues de la souveraineté. Personne n'a entamé la souveraineté du Québec. Quand tu prends un engagement vers la CEDEAO, il faut l'appliquer. La CEDEAO ne cédera pas à ce chantage. Elle ne cédera même pas un coup. Juste une question à poser. Oui, allez-y. Oui, la question que je voulais poser à Tchubanga. Dans le protocole additionnel là, relatif à la question de la démocratie, la limitation des mandats fait partie. À la CEDEAO là-bas? Mais la limitation des mandats, c'est pas... Je vous réponds, docteur. En fait, la limitation s'il vous plaît, des mandats... Arthur a la parole. Arthur, allez-y. C'est dans toute notre constitution. Hein. C'est ça. Donc, on a écrit que on limite les mandats. Même ceux qui changent, c'est-à-dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, n'a pas changé, on limite toujours les mandats. Le seul truc que la CEDEAO demande, c'est de dire qu'avant, tu ne peux pas changer de constitution avant 6 mois. 6 mois avant les élections. Voilà, donc c'est que je pose la question. Nos constitutions prévoient comment on les change. Quand tu dis à Alpha Condé, ne change pas de constitution, parce que nous ne le souhaitons pas, nous le disons, il t'a dit, mais j'ai fait un référendum, c'est le peuple qui a choisi. Qu'est-ce que tu lui dis? Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'explique aux gens. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord comme vous qu'il n'y ait pas de 3e mandat. Mais les textes sur le 3e mandat de la CEDEAO ne sont pas très forts. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit monter vers des textes militaires? On réfléchit. Les coups d'État, mais de là, non, c'est pas un coup d'État civil. Attendez, s'il vous plaît. Arthur, vous avez terminé, votre Meïté. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec Boga Sako, je ne suis pas d'accord avec Bangali. C'est ton droit. Oui, c'est mon droit. Mais franchement, on ne peut pas quand même... La France a le dos large. Voici des gens qui s'élèvent, qui chassent les présidents démocratiquement élus. Ils s'installent de façon anticonstitutionnelle au pouvoir. La CEDEAO a des tests, comme Arthur l'a dit tout à l'heure. Les tests ont été appliqués. Les sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali ont été prises en 2011, quand Babou refusait de partir. Ce sont les mêmes sanctions. Mais aujourd'hui, pourquoi ces personnes-là s'élèvent, ils font du chantage à la CEDEAO, ils menacent de quitter la CEDEAO, alors qu'ils sont assis illégalement là au pouvoir? Quand je prends le cas de la Guinée, Doumbouya, qu'est-ce qui se passe à Guinée? Il n'y a pas de problème de sécurité. Le monsieur se lève, il renverse le président qui a été démocratiquement élu. Même s'il a modifié la... Qui a été démocratiquement élu? Alpha Condé. Est-ce qu'il n'a pas été élu? Est-ce qu'il n'y a pas eu un référendum? Tu as vu tout ce qui s'est passé Non, attendez. cette élection-là? Oui, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas eu un référendum? Non. Il y a eu un référendum, les populations sont prononcées. La CEDEAO ne les respecte pas. Attendez. C'est ça le problème. Alors, docteur Boga, on reviendra à vous tout à l'heure. Terminé, on revient. Voici un monsieur, il n'y a rien du tout en Guinée, tout se passe normalement, qui refuse d'organiser des élections. Il s'inscrit plutôt dans une logique de confiscation du pouvoir. Les opposants sont arrêtés, des anciens premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, leurs biens sont confisqués, il n'y a même pas de liberté, les associations des droits de l'homme ne peuvent même pas se manifester. Donc, plutôt que d'organiser les élections, pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, ils viennent se regrouper là, ils parlent de fédération. Fédération, ça a existé par le passé, ça a donné quoi? La fédération du Mali, ça a été un échec. Donc tout ça là, c'est du saupoudrage pour pouvoir gagner du temps.
Aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train de manigancer tout ça dans le noir pour essayer de gêner l'influence de la France en Afrique de l'Ouest. Mais la Russie, qu'est-ce que la Russie fait concrètement? Vous avez vu un pays, à part la coopération militaire, c'est-à-dire fournir des armes de guerre, des munitions au pays. La Russie fait quoi en matière de développement? Rien du tout. Donc, franchement, c'est regrettable, cette posture-là de ces personnes-là. Très bien. Landry? J'écoute bien sûr ce débat, là, il passionne. Mais dans tous les cas de figure, il faut apprécier la situation avec beaucoup de calme. C'est librement que les gens rentrent dans la CEDEAO, c'est librement ils peuvent en partir. C'est une première réalité. Deuxième chose, il faut trouver, d'un point de vue politique, un scénario. Ils ont un calendrier à respecter lorsqu'ils décident de se mettre à trois pour former soit une fédération, une nouvelle communauté économique et monétaire militarisée. C'est certainement pour pouvoir s'affranchir du chronogramme de la CEDEAO et lui dire on n'en est plus concerné parce qu'on a autre chose à faire. Ils réussissent, d'un point de vue du discours marketing de panafricanisme, à intéresser, à soulever l'enthousiasme de toutes ces personnes-là qui rêvent à ce discours idéaliste d'avoir une Afrique fédérée, etc. Donc on présente ça en cachant par derrière les véritables réalités de ces États qui sont les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, les problèmes de terrorisme, de leur capacité à tenir l'intégrité territoriale de leur pays. Ils réussissent à avoir la Guinée, comme le docteur Bangali le disait, pour avoir le débouché, pour à l'effet de pouvoir se passer un tant soit peu du port d'Abidjan. Mais vous savez, derrière, il y a une puissance, il n'y a pas qu'une puissance, il y a des puissances qui coachent. Parce qu'au final, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est à défaut d'une fédération ou d'un État fédéral, d'avoir une communauté économique et monétaire. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, on vous annonce la création d'une monnaie pour eux. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, ils soient en capacité d'aller plus vite. On peut même dire que ce n'est pas venu comme ça. Non. Ça a été réfléchi et la question des 49 soldats était une sorte d'épouvantail. Parce que derrière, on coach des personnes. Aujourd'hui, quelle est la réaction des peuples de la CEDEAO qui croient en ces valeurs-là? Pour moi, la meilleure réaction, c'est celle-ci. Si on a des personnes, il y a des peuples, il y a des États qui estiment qu'aujourd'hui, ils ne partagent plus la communauté des destins, c'est à nous de prouver que ce en quoi nous croyons, nous pouvons atteindre de meilleures performances en termes de renforcement de la démocratie, en termes de renforcement de la communauté, de la coopération économique et financière. C'est la réponse qu'on peut apporter. Oufouette disait ceci. Nous voulons vivre en bonne intelligence et en paix avec nos voisins, quand bien même ceux-ci auraient choisi d'autres régimes politiques. Ils ont choisi autre chose. On ne va pas épiloguer là-dessus. C'est à nous désormais de prouver que notre choix est le bon, parce que nous sommes en concurrence avec personne. Nous avons nos peuples, nous avons nos problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Très bien. Kabré Yamba? Je voudrais d'abord qu'on fasse une précision de taille. Dites-nous. Il y a deux parallèles qu'on fait dans le discours qui n'est pas de mon goût. D'abord, chaque fois qu'on parle des questions africaines, soit on trouve un alibi pour dire la Russie est derrière. C'est un Russie qui ne me convient pas. Ça, c'est un point que je vais développer. C'est votre point de vue, on le respecte. Le deuxième point, c'est de dire que la volonté des fédérations est un projet de chantage contre la CEDEAO. De mon point de vue, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Pour vous, c'est un autre moyen d'autodétermination, peut-être? M. Ati Bangal a dit la CEDEAO a ses règles. Et c'est connu de tous que les coups d'État ne sont pas acceptés. Dès qu'il y a un coup d'État, automatiquement, il y a des sanctions et on vous retire de l'institution. Et c'est normal, ça a été fait en 1999 quand le premier coup d'État est intervenu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Mais cette volonté de fédération n'est pas issue des coups d'État. C'est une volonté, c'est une dynamique d'une nouvelle conscience africaine qui... Non, je vais vous le dire. Là, moi, je vais vous expliquer très clairement. Allez-y. Ne dites pas tout de suite que quand on décide d'un changement, c'est automatiquement, ça a été inspiré par une puissance étrangère. Non. La volonté de s'émanciper des Africains est une réalité, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Elle date depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais cette volonté même est partie de l'initiative de la création de l'UA et de la CEDEAO. Cette volonté de l'unité africaine. Si
aujourd'hui, il y a des pays qui sont en transition, qui constatent que malgré les efforts, malgré la volonté des uns et des autres, ça n'arrive pas à se concrétiser. Et que par le fait que ces régimes sont venus au pouvoir par la volonté de quoi? C'est la volonté parce que ceux qui sont élus au Burkina, le président Roch, il est élu démocratiquement, réélu 2 fois. Il est membre de la CEDEAO. Mais sa population trouve qu'il n'arrive pas à donner les... Vous avez fait un sondage. S'il vous plaît, non, je vous monsieur, on n'interrompt pas un intervenant. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je vais vous dire très clairement le sentiment des populations africaines aujourd'hui. Monsieur Cabré, est-ce qu'on est bien d'accord qu'il y a des moyens légaux pour mesurer la légitimité ou ce que le peuple veut? Quand des personnes, fussent-elles des millions qui sortent dans les rues, pour demander le départ d'un président, ça ne veut pas dire que tout le pays veut son départ. Non, je suis d'accord. Voilà, donc c'est relatif. On n'a pas de baromètre pour mesurer. On est bien d'accord. C'était cette précision que je voulais faire. Poursuivez. Je suis très d'accord avec ça. Mais quand il y a une situation où un militaire prend le pouvoir, il prend le pouvoir et il est applaudi par la population. Il est applaudi par une partie de la population, d'accord. Et il pose des actes qui vont dans l'intérêt de l'émancipation de ce même peuple-là. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On ne peut pas dire... Bon, c'est vous qui le dites. Jamais un président ne fait l'unanimité. Hein. Il n'y a jamais eu un président qui fait... Même quand tu es là à 99%, tu ne peux pas faire l'unanimité. Donc c'est clair. La majorité. Voilà. Donc un président qui est venu par un coup d'État qui... il n'a aucune légitimité, on est d'accord. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés par la CEDEAO. Terminez votre propos. Mais quand ils arrivent à se mettre à 3 pour dire nous avons envie d'essayer quelque chose d'autre que la CEDEAO ne nous a pas donné, ce n'est pas pour faire un chantage à la CEDEAO. Ils ont leurs arguments, ils ont leurs éléments à eux de prouver que c'est possible. Ce n'est pas une question de la CEDEAO, mais ce n'est pas une question non plus de la Russie. Quand on fait l'élément, on fait un parallèle avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères. Mais ça fait partie de... Ça n'a rien à voir. Non, Cabré, soyons d'accord. Vous avez le droit de faire votre analyse telle que vous la faites. Mais si d'autres font une analyse en se rappelant que le chef de la diplomatie russe... Je parle pratiquement de tous les récits. Quand on parle de la situation au Mali, au Burkina, il faut qu'on ait un lien. Mais c'est un traitement universel. Avec la Russie. Ça aurait été le chef de la diplomatie indienne qui serait passé, on l'aurait rappelé. Je ne sais pas pourquoi vous vous offusquez. Il y a une question qui me dit. Très rapidement, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous permettre un dernier tour de table. Docteur Bangali, très rapidement. Oui, quand nous disons qu'il y a nécessité que la CEDEAO se remette en cause, c'est une occasion de se remettre en cause, c'est parce que... Très sincèrement, il a été mentionné ici le fait que la Côte d'Ivoire avait été victime de ce genre de sanctions venant de cette institution et que la Côte d'Ivoire se serait prêtée à cela. Ce qu'on remet en cause, ce n'est pas le protocole qui énumère les sanctions politiques et diplomatiques, mais c'est le fait qu'on mobilise le système monétaire à des buts politiques pour affaiblir, non pas un régime, mais tout un pays. La Côte d'Ivoire même ne l'a pas accepté. On se rappelle que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une posture où elle était obligée de prendre d'autorité le contrôle des succursales d'ABCAO. Donc à l'époque même, la Côte d'Ivoire ne l'a pas accepté. Le Mali aujourd'hui refuse de l'accepter dans les mêmes conditions. Donc je pense que ça ne peut pas servir de jurisprudence finalement. Alors, quand on dit que la CEDEAO doit se remettre en cause et entendre la voix de cette fédération, sinon de cette coalition des nations, c'est parce que quand vous regardez, vous voyez qu'elle a, si vous voulez, des atouts à faire valoir qui donnent l'impression que finalement, elle a les moyens de s'imposer. Elle dispose aujourd'hui d'un port, elle dispose d'un soutien, d'un allié de taille au niveau international. Il y a quand même des indicateurs qui donnent de réaliser que finalement, ce qui se construit actuellement entre ces pays, ce n'est pas de la rigolade. Et quand ce n'est pas de la rigolade, si la CEDEAO ne prend pas cela en compte, finalement, il y a le risque que ça puisse conduire à l'implosion de cette structure qui a été construite sur des décennies et qui finalement est citée en exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour la CEDEAO de se remettre en cause. Très bien. Bon, c'est vrai que la CEDEAO doit se remettre en cause, mais les sanctions qui ont été prises, comme on a dit tout à l'heure, ça a été déjà prise par le passé. Il y a eu pire que ça même. On a vu la CEDEAO intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Dans le cas du Mali et du Burkina, de ces pays-là. Il faut le faire pour les djihadistes. Ce n'est que des sanctions économiques et diplomatiques. Maintenant, quand je reviens à la fédération, moi je suis juriste constitutionnaliste, franchement ça n'a aucun sens pour des pays souverainistes. Des pays même qui n'arrivent pas
à faire l'unité au sein même de leur population, de leur pays. Il y a une partie des territoires qui sont occupés par des djihadistes qui n'arrivent même pas à étendre leur autorité sur ces parts du territoire-là. C'est quand même curieux. Quand on parle de fédéralisme, ça suppose même l'abandon de la souveraineté au profit de l'entité fédérale. Mais vous imaginez le Mali ou le Burkina, des pays souverainistes abandonnent leur souveraineté au profit d'une entité fédérale. On aurait pu comprendre sans parler de confédération, c'est-à-dire que l'association d'États qui se mettent d'accord, ça ne crée pas de nouvel État. Ça peut être ça aussi. Hein, non, mais il ne faut pas préciser. Non, ils ont une fédération. Les termes ont leur sens en droit. Les termes ont leur sens en droit. Quand on dit fédération, ça veut dire fédération. Très bien. Donc là, c'est un peu compliqué. C'est voué à l'échec, à mon avis. Ça ne va rien donner. Tout ça, là, c'est de la propagande et qui se mène pour essayer de se bander les muscles face à la CEDEAO. Je suis bien obligé de vous demander de développer au pas de course, hein, s'il vous plaît, Arthur Banga. Rapidement, je vais dire deux choses. On n'a pas inventé le chantage. Ils ont dit, si nos revendications ne sont pas prises, on va. La volonté est antérieure à la rencontre des ministres. Là, vous prenez votre dernier temps de parole. Hein. Le Premier ministre a intervenu sur la question de la fédération avant la rencontre des ministres des Affaires étrangères. D'accord, je reviens à ce que les ministres des Affaires étrangères ont dit. Ils disent, si vous ne faites pas ça, nous, on va faire ceci. Donc c'est un chantage. Et qu'ils arrêtent de se faire peur. Parce que ce chantage-là ne peut pas influencer la CEDEAO. Parce que pour nous, à la CEDEAO, nous, les peuples de la CEDEAO, la démocratie est une valeur. Et ceux qui ne veulent pas construire sur cette valeur peuvent faire des fédérations, on construit sur le putsch. Il n'y a pas de problème. D'accord, le deuxième point. Il n'y a pas de problème. Le deuxième point que je veux dire, la CEDEAO doit progresser. Même sur les sanctions de coup d'État, elle n'a rien à progresser. Au contraire, elle doit faire ce que ces personnes disent. Elle doit aller maintenant, quand il y a un putsch, renverser le putschiste qui vient sur nous. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Sinon, elle peut progresser, mais là, elle fait très bien. On vous a bien compris. Docteur Boga? Oui, moi, je l'avais dit tantôt, tout ce qu'on voit, au fond, c'est une affaire de grande puissance. Moi, je dis, quand on a été colonisé, quand on a colonisé des pays, à un moment donné, vous asseyez avec ces pays-là, et puis le combat que vous voyez là, c'est le combat d'une grande majorité de la jeunesse africaine. La question du franc CFA, sur tous les plateaux, on en a débattu. La France, oui, la France ne nous maîtrise pas, etc. Les gens ont été colonisés, ils ont gagné en maturité avec des intellectuels, des cadres. Ils veulent avoir leur monnaie. La France ne peut pas gérer cet aspect-là. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont allés prendre la Russie. Ils défient la France. C'est ce que j'ai résumé tantôt. Moi, je voudrais vous remercier, mais l'Afrique de demain, elle a besoin d'être autonome et de s'assumer. Si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont le faire. Parce que tout ce que nous, on vit aujourd'hui, regardez un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, en Italie, quand j'ai dit aux gens que l'électricité dans mon pays est gérée par Bouygues, ils disent, mais comment ça? Et l'eau? Vous pensez que ça fait quoi? On a étudié pourquoi? À un moment donné, ces jeunes-là ouvrent la voie. Très bien. C'est d'autres questions qu'on va aborder évidemment au fil des débats. Landry? Alors, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, il n'y a pas de souci, sauf que notre ami ne voudrait pas que l'on évoque le fait que par derrière, il y a une grande puissance qui coach, mais la vérité est que c'est le cas et on ne va pas changer le monde. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Sauf qu'en réalité, on a des personnes qui font avec ce qu'elles ont et elles croient en ce qu'elles font. Elles décident aujourd'hui de trouver une formule, fédération, confédération ou communauté économique et financière. Mais dans tous les cas de figure, il y a une réalité. Et c'est que dans quelques mois, vous verrez qu'il y aura un groupement d'États au cœur de l'Afrique de l'Ouest, piloté par des puissances autres que occidentales, et qui vont donner naissance, qui vont émerger. Il va falloir que les autres États qui sont restés fidèles à la CEDEAO puissent veiller à ce que, si elles veulent continuer dans cette démarche-là, renforcer les bases institutionnelles et démocratiques afin que leur peuple continue de croire en cet idéal-là. Moi, c'est le message que je tiens à passer. Très bien. Si nous voulons rester dans la logique CEDEAO, travaillons intimement au niveau de chacun de nos États à renforcer nos bases institutionnelles et démocratiques à l'effet de pouvoir maintenir cet idéal qui est le nôtre. Monsieur, les cartons de la semaine, très rapidement. Au pas de charge, chacun a droit à un seul carton, on n'a plus le temps. Docteur Bangali. Carton vert au programme d'adressage des riz. Le PADA. Des riz en Côte d'Ivoire qui honore la mémoire
en tant qu'historien des anciens personnages, un ami m'expliquait qu'il a son petit frère qui est né en 2002 et qui ne sait pas actuellement qui est Guillaume Soro, par exemple, qui est son contemporain. Donc, le fait d'habiter une rue Victor Biaka Bouda peut exciter la curiosité de ces jeunes-là qui, grâce à Internet, peuvent faire des recherches et puis, voilà, se cultiver à ce niveau. Donc, c'est encouragé. Carton rouge au projet de l'État de Côte d'Ivoire d'installer 2 péages sur le trajet de la route nationale allant de Yamoussoukro à Daloa. Donc finalement, pour partir d'Abidjan à Daloa, dans un sens, on paye 4 péages et si on fait l'aller-retour, ça fait 8 péages. Pour moins de, je dirais, moins de 400 km. C'est absolument extrême, cette forme de parafiscalité. Il faut quand même... voilà, il faut revoir ça. Mon carton rouge s'adresse aux 3 putschistes qui sont en train de inutilement bander les muscles, défier la CEDEAO, alors qu'ils sont parvenus au pouvoir par des moyens antidémocratiques. Je rappelle que le coup d'État au Mali est passé de la peine de mort. Donc quand je vois ces individus en train de menacer la CEDEAO pour avoir pris le pouvoir par les armes, je suis désolé. Il faudrait que la CEDEAO reste toujours ferme. S'il faut, comme Arthur l'a dit, il faut envoyer des forces militaires, chasser les putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel. Arthur Banga? Mon carton vert, c'est à la section campus INSET de la FESI, de la Fédération Estioniste Scolaire Côte d'Ivoire. On a beaucoup reproché des choses à la FESI et la dernière fois, ils ont plutôt organisé, ils m'ont invité à animer une conférence sur les sciences humaines et les débouchés pour ces étudiants. Je pense que c'est encouragé et donc je vais féliciter le général du campus INSET et toute la direction de la FESI pour ces initiatives en leur demandant de continuer dans cette façon de faire qui va redorer sans tout l'image et le blason de cette organisation estudiantine. Très bien. Cabré Yaba? D'abord, carton vert pour l'initiative. Il n'y a pas d'abord, c'est le seul? Oui, donc carton vert pour l'initiative de Ouagadougou qui tend à rapprocher les 3 pays en situation de transition pour renforcer leur collaboration, leur coopération, mutualiser les idées, les énergies pour tendre vers une zone économique, politique, digne et libre en Afrique pour inspirer les autres entités. Très bien. Landry? Il y avait le droit à un petit carton rouge. Bon, très rapidement, 10 secondes. Carton rouge pour la CEDEAO qui, pendant 10 ans, n'a contribué aucunement à la sécurisation et à la lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina. C'est un nouveau débat que vous allez ouvrir. C'est la CEDEAO, c'est la vocation de la CEDEAO. On refera le débat. Aujourd'hui, la grande gueule pour condamner. D'accord. Landry Couillon, on passe à vous rapidement. Alors bon, carton vert. Hein, carton vert pour la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est vrai que je crois que les hommes politiques font de la politique, mais il faut pouvoir toujours donner un carton vert à l'effet d'encourager ces 3 grands pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de ce qui a été entamé pour l'intérêt national. Et puis j'ai un carton jaune. Un carton jaune que j'adresse à l'administration territoriale. Vous savez, en matière d'installation de chefs du village, il y a énormément de conflits. Un peu trop de conflits. Or, le village, d'un point de vue constitutionnel, c'est la cellule de base hein, de notre société. Et les troubles, la dégradation de la qualité de vie commence là-bas. Il est important que l'on puisse régler définitivement la question, à charge même de pouvoir créer une commission nationale indépendante qui aidera bien sûr à l'installation de ces chefs-là, d'autant plus que tout dépend de cela. D'accord. Même la bonne gouvernance commence par là. Docteur Boga? Un grand carton vert. Un grand, oui, d'accord. Un grand carton vert à tous les membres de la FIDOP, ma structure, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Avant, c'était Fondation ivoirienne. Je leur dis grand merci, parce que vous savez que j'ai connu un certain nombre de problèmes avec 9 de mes amis que j'ai perdus, des amis vraiment très sûrs. Mais aujourd'hui, tout le reste des membres m'ont fait confiance. Et depuis le 2 février 2023, on a une nouvelle FIDOP, parce que l'ancienne n'avait plus de documents. L'administration avait perdu tous les documents à cause de la guerre. Et je ne pouvais plus postuler pour des nouveaux partenariats étrangers pour avoir les moyens. Donc tous ces membres-là sont mis ensemble. Je voulais vraiment leur dire un grand merci. Voilà, tous les membres de la FIDOP, merci et vive les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, carton vert à vous, Cabré Yamba, Landry Couillot, docteur Boga Sako, docteur Bangali Ngoran,
Maître Youssouf Meïté, docteur Arthur Banga, carton vert à tous nos téléspectateurs, internautes, à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir pris part à cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain.